Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu une dermatologue, Dr Besnard-Morin, qui a une pratique assez diversifiée. Là. Dans le fond, elle travaille dans le réseau de l'UDM. Elle travaille aussi en clinique comme externe, dans un cabinet. Puis elle est aussi présidente de l'Association des spécialistes dermatologues du Québec. Fait qu'on a exploré tout ça lors de l'épisode. Ouais, on était super contents de la recevoir. On sait que vous êtes beaucoup à nous avoir demandé d'avoir un dermatologue. Donc, voici l'épisode pour vous. Honnêtement, c'était incroyable. Elle dépeignait le rôle d'un dermatologue, la personnalité qu'il faut être pour être un dermatologue à la perfection. Donc, si c'est une spécialité qui t'intéresse un peu, en écoutant ce podcast-là, tu vas avoir le cœur net de savoir si tu veux faire ça ou non. Donc, je suggère à tout le monde, même ceux qui sont peut-être pas intéressés, ça va peut-être vous faire découvrir des choses. Nous, on a vraiment beaucoup appris. Oui, vraiment. Puis là, avant d'aller dans l'épisode, on a juste une petite annonce là, à faire. Dans le fond, tu sais, nous, on va faire le processus CARMS bientôt, donc ça va être comme notre dernière saison au podcast. Mais on serait intéressé à comme donner notre projet au suivant, dans le fond. Là. Nos commanditaires veulent continuer le projet et tout. Donc, ce serait un peu une petite clé en main pour un beau projet qui vous aiderait à travailler votre communication et tout. Fait que si vous êtes un étudiant en médecine, qui serait intéressé à reprendre le projet, vous pouvez nous écrire. Ouais. Puis honnêtement, si vous êtes un team de 2 amis, c'est une formule gagnante. Nous, on a adoré ça. Donc, on va envoyer genre des petits formulaires, écrivez-nous, on va vous rencontrer là, pour savoir qui veut prendre la relève. Bonne écoute! On aimerait prendre un petit moment avant l'épisode pour remercier nos commanditaires Archer qui nous commanditent maintenant pour la 3e saison d'affilée. C'est pas rien. Ouais. Donc, Archer, c'est une firme de finance qui est vraiment spécialisée en les étudiants en médecine puis pour les médecins. Donc, qui offre un service qui est clé en main, qui est simple, qui vous permet d'avoir un premier rendez-vous gratuit. Donc, en bref, si vous avez des questions, c'est vraiment la place où aller. Ils savent de quoi ils parlent. Ouais, puis les rendez-vous sont gratuits pour les étudiants en médecine. Fait que pour vrai, tu sais, prends ton rendez-vous, le lien est en dessous de la vidéo, puis ils vont répondre à toutes tes questions sur comme la marge de crédit, les prêts et bourses, les placements que tu aimerais peut-être faire. Fait que envoie-leur un petit message. Merci Archer. Merci beaucoup, Dr Besnard-Morin, d'avoir accepté notre invitation. Nous, dans le fond, pour commencer, on aime ça reculer un peu au départ. Là. Puis vous, avez-vous toujours su que vous alliez devenir médecin ou que ça vous intéressait? Je pense pas, non. Je pense qu'en général, les études m'intéressaient. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé l'école. Puis, honnêtement, je pense que ça s'est fait de fil en aiguille. Puis, ça allait bien. Donc, je me suis dit, on va appliquer en médecine. Mais j'avais appliqué à d'autres choses aussi. Qu'est-ce qui a fait penser à pencher pour la médecine, pas les autres choses? Bien, j'avoue que c'était quand même un peu dans le même domaine. Là. Il y avait vétérinaire, il y avait dentisterie, etc. Mais j'avais mis médecine en premier. Ouais. C'est où vous avez fini par faire votre médecine? J'ai fait ma médecine à l'université McGill, puis ma résidence ensuite à l'université de UDM, mais j'avais appliqué à toutes les écoles. Mm-hmm. En dermato, je pense que c'est quasiment un must à faire d'appliquer comme à presque tous les endroits. Oui, mais aussi pour la médecine en général. Mais McGill était mon premier choix. Mm. Puis c'est quand est-ce dans votre parcours que la dermato a un peu cliqué? Est-ce que c'était au début? Est-ce que c'est plus tard? Non, à vrai dire, c'est un peu un fruit du hasard. Là. C'est-à-dire que initialement, moi, j'étais rentrée en médecine en pensant faire de la chirurgie plastique parce que j'écoutais une émission de télé où il y avait des chirurgiens plastiques. Je trouvais que ça avait l'air tellement intéressant et palpitant. Mais j'ai fait un stage en chirurgie plastique à option qui était vraiment très bien à Calgary. Puis, j'ai vu des opérations incroyables, vraiment, tu sais, très, comme un peu pas la crème de la crème, là, mais quelque chose de... Exceptionnel. Exact, c'est ça. Puis, au final, je trouvais ça intéressant, mais pas assez. On dirait qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Puis pendant que je faisais le stage en chirurgie plastique, il y avait une résidente en dermato qui faisait son stage aussi durant sa résidence. Puis elle m'a dit « Non, toi, t'es une dermatologue, t'es pas une chirurgienne plastique. » J'ai dit « Ah, pourquoi? » Elle dit « Ah, t'as la personnalité d'une dermatologue. » Puis j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça parce que je connaissais rien. Puis j'ai dans le fond, commencé à travailler les dimanches matins à une clinique de dermatologie. Puis on voyait des comme étudiants de médecine, puis on voyait beaucoup de cas. Puis je suis tombée en amour avec la profession. Fait que j'ai décidé Puis faire ça, genre travailler comme étudiante
Genre, votre titre était étudiant de médecine, mais vous travaillez à une clinique de dermato. Oui, exactement. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? Ou... Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Si ça se fait, les étudiants de McGill probablement le sauraient, mais dans le sens que je ne sais pas si c'est encore le cas, ouais. Puis, si fait que ça, le stage à option, ça devait être quand même tard d'abord, comme 3e, 4e année. C'est le premier stage à option que j'avais fait, c'était en chirurgie plastique. Donc, tout de suite, j'ai su finalement que je voulais comme essayer d'autres choses. Exact. Puis, ensuite de ça, j'ai pris mes autres stages à option en dermato. Puis, on se fait souvent dire que la dermato, c'est quand même quelque chose de vraiment compétitif. Est-ce que vous avez ressenti cette pression-là durant votre médecine pour de vous démarquer puis d'essayer de faire des trucs pour être capable d'avoir un bon dossier pour appliquer? Oui. Oui, définitivement. C'était compétitif. Il y avait deux places en dermato à McGill dans le temps. Puis on était, je pense, 11 qui voulaient ça comme premier choix. Okay. Ouh là là. C'était une grosse année? Oui, c'était vraiment une grosse année. Là. C'était assez coriace. Puis, effectivement, là, tous mes autres stages à option étaient en dermato. Puis j'avais, je pense, publié quelques cas là, de... puis c'est pas mal ça. Puis il y avait effectivement travaillé à la clinique là, le dimanche. Ouais. Ça a dû aider pour l'exposition pas mal, là, ce travail-là. Ça l'a aidé pour l'exposition. Puis en dermato, il faut voir des cas. Tu peux pas devenir bon dermatologue sans voir plusieurs fois. C'est vraiment une question de se former l'œil, si je peux dire. Là. Donc, ça m'aidait aussi dans mes stages à option d'avoir vu là, comme plusieurs cas et ça m'a aussi solidifié mon amour pour cette spécialité-là avant même de rentrer dedans. Qu'est-ce qui vous a particulièrement allumé, mettons, de la dermato? Ce que j'aimais, c'est... plusieurs choses, qui sont encore d'ailleurs les choses que j'aime beaucoup, là, mais il y a une grande, grande variété de pathologies puis de maladies dans la dermatologie. Souvent, tes journées, tu peux voir 35 patients, puis 35 patients, ça sera tous des cas ou des maladies différentes. Oh, wow. Donc, c'est très différent de certaines spécialités ou ce qu'on appelle le bread and butter. Mm-hmm. Au final, tu en fais vraiment beaucoup. Nous, c'est très, très, très varié. Puis l'autre chose, c'est que j'aimais les différents niveaux d'intensité des cas. C'est-à-dire que des fois, tu peux avoir des dermatoses hyper complexes, tu peux gérer des lymphomes cutanés, tu peux gérer des connectivites, tes lupus, tes dermatomyosites, autant que tu peux gérer des petits cas faciles que tu le vois, tu sais tout de suite qu'est-ce que c'est. Tu sais, c'est un granulome annulaire, tu sais c'est quoi, tu le diagnostiques, sur le coup, tu rassures le patient, tu lui donnes les explications. Fait qu'il y a comme une satisfaction rapide des fois avec certains cas. Il n'y a pas de delay gratification. C'est vraiment une gratification immédiate un petit peu. Puis tu es vraiment ton propre instrument. Tu ne te fies pas à des laboratoires, tu ne te fies pas à des prises de sang. C'est toi qui sais, c'est avec ton expertise. C'est que ça, j'aimais beaucoup ça. J'aimais aussi l'aspect médicus et chirurgicus. Donc, ce qui m'avait justement manqué un petit peu plus dans mon stage en chirurgie plastique, c'est j'aimais être la ressource finale pour mon patient. C'est-à-dire que j'aimais que mon patient arrive puis que je prenne en contrôle tous les aspects de sa maladie dermatologique. Souvent, on prend les aspects... On va être celui qui diagnostique, on va être celui qui va partir les médicaments. Autant tous ces immunosuppresseurs qu'il y a besoin, c'est nous qui vont les gérer. On va prescrire du Rituxan, du méthotrexate, de l'azatioprine. Tous ces médicaments-là qui sont quand même un peu des gros canons, autant qu'on va faire souvent les gestes chirurgicales, tes biopsies, des petites ellipses, des petites procédures aussi ici et là. Fait que c'était vraiment ce côté-là que j'aimais. C'est vrai qu'on dirait qu'on l'oublie, le côté plus procédural. Procédural, la dermato, c'est pas ça qu'on pense en premier. Sans nécessairement avoir le stress des grosses complications chirurgicales qui marchaient moins bien avec ma personnalité, disons, d'être intensiviste. Tu fais aussi des procédures, mais des fois, quand la procédure va pas bien, ça va vraiment pas bien.
je tripais pas d'avoir ce genre de stress-là en aigu. Je préférais avoir le temps de me dire, OK, c'est un gros cas, je vais m'asseoir, je vais ouvrir mes livres, je vais réfléchir. D'avoir le temps et le luxe un peu, là, d'avoir ce temps-là de réfléchir, j'aimais ça. Oui, c'est sûr que ça doit faire une différence, tu sais. Avoir le temps aussi dans la Ouais. procédure, d'être plus genre minutieuse, puis de vraiment prendre le temps de bien faire. C'est c'est vraiment une question de personnalité. Il y a des gens qui adorent cette adrénaline-là. Fait que c'est plus la question d'aller avec le type de personnalité que tu as. Ouais. Puis vous en faites combien, mais en moyenne, mettons, par jour, des petites procédures, vous diriez? Je dirais peut-être... bonne question. Hein? Peut-être un patient sur 3, un patient sur 4. Ah, quand même. Ouais. Ouais. Fait que beaucoup, là, dans une Oui. semaine. Oui, beaucoup dans une semaine. Fait que Ouais. les skills se développent sûrement assez rapidement, tu sais, même dans la résidence. Et ça dépend aussi quel type de profil que tu as. Fait que tu peux être un dermatologue beaucoup moins procédural. Donc là, à ce moment-là, généralement, tu vas faire minimalement toutes tes biopsies, mais c'est des injections de cortisone, des choses comme ça, mais souvent, ça va s'arrêter là. Comme tu peux être à l'autre extrême, c'est-à-dire tu peux être un dermatologue que chirurgicus, c'est-à-dire que là, tu viens souvent un dermatologue qu'on appelle de Mohs, fait que tu fais une surspécialisation en Mohs. Puis là, c'est vraiment d'enlever des cancers puis faire la reconstruction des cancers au niveau du visage généralement. Puis ça, tu peux avoir une pratique que purement chirurgicale. Puis ensuite de ça, bien, tu peux être un peu une pratique comme moi, je dirais, un profil où tu as tendance à être un petit peu quand même plus du côté chirurgicus où tu vas faire, tu sais, toutes tes résections de mélanome à bas grade. Donc, tu fais tes marges de mélanome, tu fais des ellipses. Tu peux faire tes chirurgies d'hydradénite suppurée aussi. Puis, tu peux faire aussi des fois des biopsies longues, des petites chirurgies au niveau de l'ongle. C'est pas mal les procédures qu'on... Puis en général, c'est des procédures qui se font en clinique ou parfois vous avez besoin des salles d'op pour aller les faire? Général, donc pour la chirurgie de Mohs, c'est vraiment une salle de chirurgie mineure. Comme tu aurais par exemple en plastie ou quelque chose comme ça. Mais pour tout le restant, c'est dans ta même salle, généralement, que tu fais comme ta consultation. Fait qu'on a une salle qui est adaptée pour avoir ces petites procédures-là. Des fois, les chirurgies de longue, dans certains centres hospitaliers, tu prends aussi un bloc mineur, là, une chirurgie mineure. Puis comment votre résidence s'est passée? Est-ce que c'est une résidence qui est très difficile en dermato? Moi, j'ai beaucoup aimé ma résidence. Ça tombe bien si mes anciens patrons et maintenant collègues m'entendent. Mais j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé ma résidence à l'Université de Montréal. C'est une résidence qui est très demandante en termes d'études. Je pense que c'est souvent le message, à vrai dire, que je donne aux étudiants qui sont intéressés, c'est fais attention, il faut que tu sois bouquineux, il faut que tu sois studieux pour aller en dermato. Sinon, tu vas trouver ça vraiment difficile, ta résidence. Il y a tellement de maladies dermatologiques qui existent et certaines qui sont tellement rares que tu ne pourras pas les voir à travers ta résidence, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas les connaître. Il faut que tu passes... Nous, on passe vraiment à travers notre livre de référence. On le lit de page, de bord en bord. Aucune page n'a pas été tournée. Et qu'il y a beaucoup d'études le soir pendant l'entièreté de ta résidence. Puis si je me comparais, disons, avec mes collègues de d'autres spécialités, ils revenaient le soir, puis ils étaient toujours souriants. Ouais, t'étudies, tu lis. Puis eux, ils ont commencé plus comme R5 pour leur collège royal, mais nous, c'est vraiment à travers l'entièreté de notre spécialité que tu étudies les soirs. Puis plus que tu augmentes, plus que ça augmente ton nombre d'études. Donc, il faut que tu sois quelqu'un qui aime à la base étudier. C'est bon à savoir, Ouais, là, c'est vraiment bon à pour savoir. les Oui. étudiants. Là. Parce qu'il y a beaucoup de spécialités, comme vous avez dit, que souvent, c'est un peu t'apprends à l'hôpital en faisant Oui. des choses. Puis là, tu vas lire un peu plus sur ces cas-là, mais c'est pas Exact. nécessairement genre, faut que tu ailles chercher ce que t'as pas vu. Excellent exemple. J'ai beaucoup d'amis qui apprenaient sur le tas, dans le sens que tu apprends à l'hôpital. Mais nous, c'est vraiment un peu l'inverse. Tu te fais l'œil à l'hôpital, tu vois des cas à l'hôpital, tu apprends à être capable de reconnaître les maladies à l'hôpital, mais l'entièreté de comme un peu
ta théorie de la pathogénèse, la maladie, qu'est-ce que ça a l'air sur une lame histopathologique aussi, parce qu'on a une grosse, notre spécialité est très, très proche de la dermatopathologie. Donc, qu'est-ce que ça a l'air quand tu regardes sous le microscope? Puis tes traitements, tes complications, tes traitements, tout ça, là, toutes les maladies que tu verras pas durant ta résidence, tu dois l'apprendre dans tes livres. Puis, est-ce que pendant la résidence, vous faites des stages aussi un peu partout? Alors là, on a parlé d'hôpital, mais est-ce que vous faites aussi la clinique privée? Puis j'ai quand même l'impression qu'en dermato, il y a quand même beaucoup de cliniques peut être ouvertes. Fait qu'est-ce que, comme les universités ont accès à ces cliniques-là aussi ou un peu moins? Oui, c'est une bonne question. Donc, dans le fond, la première partie de la spécialité en dermatologie, c'est un tronc commun qu'on appelle, qui est, parce que dans le fond, nous, on est vraiment une spécialité qui découle initialement de la médecine interne. Fait qu'avant, à vrai dire, c'était pas une spécialité qui était dissociée de la médecine interne. Tu faisais la médecine interne, puis ensuite, tu faisais comme un surplus de dermatologie. Ah ouais. Ouais. Puis en France, à vrai dire, les dermatologues sont restés très, très, très internistes. Là. Ils hospitalisent leurs patients, ils ont leur étage, ils hospitalisent eux-mêmes toutes leurs maladies. Puis nous, au Québec, on est comme devenu un peu une spécialité où, un peu comme la microbiologie, tu t'appliques directement en dermatologie. Mais on fait quand même un tronc commun d'environ 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Puis, à ce moment-là, c'est là que tu fais tes stages de cardio, néphro, endocrino, tes stages de médecine interne, tes stages de chirurgie plastique, microbiologie, etc. Puis, ensuite de ça, quand tu commences ta dermato, tu fais de la dermatologie et de la dermato-pédiatrique. Fait que c'est quelque chose qui est spécifique à notre spécialité. On a la double spécialisation. Donc, la majorité des spécialités, tu choisis, exemple, pédiatrie, puis ensuite, tu deviens allergologue pédiatre, par exemple. Ouais. Nous, tu peux pas rentrer en pédiatrie et faire dermatologie après. Tu dois faire dermatologie, puis en étant dermatologue, tu fais des stages en dermatopédiatrie, puis tu vois des enfants. Donc, moi, dans ma pratique, je fais de la dermatopédiatrie. Puis si tu veux travailler en milieu hospitalier, bien là, tu vas faire ton fellowship, par exemple, en dermatopédiatrie. Puis, dans la majorité de ton exposition est en milieu hospitalier. Puis, tu as aussi un peu la pratique de la dermato en région plus éloignée. Fait que tu vas aller faire un stage à Chicoutimi ou à Gatineau, des choses comme ça. Puis, en cabinet, maintenant, tu peux le prendre en stage je parle évidemment de mon chez-moi. Là. Je suis professeure à l'Université de Montréal. Là, donc, McGill, je suis peut-être un peu moins familière maintenant avec leur curriculum. Mais tu peux demander un stage à option en cabinet. Puis, quand tu es R5, tu as le droit de faire aussi des journées de cabinet où tu peux aller voir un peu ta pratique. Ouais, c'est bien pour avoir une idée avant de commencer la pratique. Qu'est-ce qui nous intéresserait le plus? Ouais. C'est quoi les grandes différences, justement, entre travailler en hôpital ou en cabinet pour un dermatologue? Donc, je dirais qu'il y a 3 grandes bannières ou 3 grands types un peu de pratiques. Là. Il y a la pratique en milieu hospitalier universitaire, il y a la pratique en milieu hospitalier, puis il y a la pratique en cabinet, puis ensuite, tu as la pratique mixte où tu vas faire des deux. C'est ça, exactement. Puis ensuite, tu as la pratique hors régime public, qui est la pratique vraiment privée. Ouais. OK? Puis souvent, les gens confondent le mot cabinet ou clinique avec privé. Privé, c'est vraiment quand tu refuses de prendre comme mode de paiement le régime d'assurance maladie du Québec. Puis là, tu es complètement en dehors du système. Ensuite, ce qui n'est pas la majorité, qui est une minorité, à vrai dire, des dermatologues du Québec. Puis ensuite de ça, tu as la pratique en cabinet. Puis la dermatologie, on est la spécialité avec le plus haut nombre de membres en cabinet. Mais on a une énorme pratique mixte. Donc, grosso modo, la pratique hospitalière, c'est que tu vas pratiquer dans un milieu hospitalier, puis tu vas avoir des cliniques en milieu hospitalier. Puis évidemment, ben tu vas aller faire les consultations à l'étage de tes autres collègues spécialistes. Tes autres spécialistes vont aussi te référer des cas à la clinique, mais tu vas prendre aussi des
cas, en général, la liste d'attente, là, des gens qui sont pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement des soins à l'hôpital. Puis, tu vas aussi faire les demandes des consultations à l'urgence. C'est une pratique qui est le fun parce que tu peux vraiment tisser des liens serrés avec tes collègues en médecine interne. Puis c'est sûr qu'il y a comme des spécialités où la dermato, on est plus chummy. Donc, il y a plus on se côtoie plus. Donc, la rhumato, la médecine interne, la chirurgie plastique aussi. Je dirais que c'est pas mal beaucoup. Mais les urgentos aussi, on veut pas, là. Puis des fois aussi la gériatrie, c'est pas mal. Puis c'est sûr que s'il y a un département d'oncologie dans l'hôpital, ça génère souvent beaucoup de consultations en dermatologie, là, l'oncologie, à cause des nouveaux traitements, puis leurs effets secondaires. Puis en milieu hospitalier, bien, tu as ce même type de pratique-là, sauf qu'en plus, généralement, hospitalier universitaire, là, je veux dire, tu peux avoir un fellowship, donc une surspécialité, et tu peux faire de l'enseignement aux résidents. Puis en cabinet, bien, tu vois des cas, tu vois vraiment, vraiment une grande variété de cas, parce que souvent en cabinet, bien, c'est là que comment je pourrais dire? Des fois, ton monsieur, madame, tout le monde qui a une maladie vraiment spéciale, dermatologique, elle n'a pas nécessairement plein d'autres comorbidités. Elle peut avoir juste sa maladie dermatologique. Fait que c'est souvent, quand tu es en cabinet, tu vas desservir un grand volume de population. Puis, ce grand volume de population-là, tu vois vraiment de tout. Donc, tu as vraiment une variété incroyable aussi en cabinet. Tu ne vois pas des cas qui sont moins intéressants en cabinet. Okay. La différence, c'est plus que tu n'as pas l'aspect autant, je dirais, de peut-être collégialité, où tu n'es pas autant proche là, de tes collègues des autres spécialités, à moins que tu travailles dans un cabinet qui a plusieurs spécialistes. Ouais. C'est sûr. Puis, je veux juste qu'on revienne peut-être rapidement au privé. Là, on dirait, moi, j'avais un peu l'impression qu'il y a plus de privé en dermato qu'il y a dans d'autres spécialités. Est-ce que c'est vrai ou faux? Dans le fond, je peux pas commenter sur le plus ou le moins parce que je le sais pas dans les autres spécialités. Maintenant, on est rendu un petit peu à quoi en termes de chiffres. C'est sûr que la façon que le système fonctionne au Québec, tu peux pas donner des soins qui requièrent une hospitalisation et être au privé. Fait qu'il y a certaines spécialités qui peuvent pas tant facilement aller au privé en réalité, parce que leur chirurgie qu'ils font n'est pas des chirurgies d'un jour. Ça a besoin des hospitalisations. N'importe quelle spécialité qui peut faire juste comme la consultation, si je peux dire un peu, là, pourrait aller dans le privé, là, que ce soit autant la pédiatrie, la rhumatologie, la cardiologie, la néphro même. Là. Puis nous, en dermato, il y a environ un petit peu plus qu'une vingtaine de dermatologues sur comme 220 qui sont en privé. C'est pas tant que ça. Non, c'est moins qu'on pense, oui, effectivement. Mais souvent, effectivement, à cause du concept de cabinet, je pense que même nos patients aussi, souvent, ils pensent qu'ils s'en viennent dans un privé. C'est ça, ils me disent, est-ce que je vous dois quelque chose? Ben non, tu me dois rien. Je pense que c'est peut-être aussi le problème d'accès qui crée ça, peut-être. Parce qu'on se dit, si on veut voir un dermato, les gens nous disent, faut aller au privé. Mais, ouais, est-ce que c'est... Donc, qu'est-ce que vous auriez à dire justement par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez vraiment qu'il y a un problème d'accès en dermato? Bien, c'est sûr que on est la spécialité avec le plus haut taux de demande. Okay. Donc, toute spécialité confondue, et de loin. Là. Donc, toute spécialité confondue, si tu parles par nombre de consultations, on est de loin la spécialité qui a le plus de consultations. Fait qu'on se fait... Puis ça, on n'est pas en contrôle. Là. On n'est pas en contrôle du nombre de demandes qu'on se fait donner. Puis on est quand même 220 dermatos pour 8 millions, un petit peu plus que 8 millions de population. C'est pas beaucoup, 220 là, sur toute la Québec. Oui, quand tu le vois comme ça, effectivement. Fait qu'on a vraiment...
on a vraiment besoin de la première ligne, puis on a vraiment besoin comme d'une première ligne forte, si je peux dire, là, qui va venir nous aider en dermatologie à justement comme filtrer un petit peu tout ce qui est bénin, tout ce qui est comme les dermatoses qui sont de base, la gestion de ces dermatoses-là. Est-ce qu'il y a un problème d'accessibilité? Oui, dans un certain sens. Pas pour rien qui est urgent ou semi-urgent. Ça va bien, comme les consultations sont vues, etc. Puis avec le CRDS aussi, on rentre pas mal dans nos chiffres. C'est quand on tombe dans comme le pas urgent que là, la demande, le nombre de volumes est tellement grand que en réalité, les consultations qui auraient eu besoin d'être vues un petit peu plus rapidement se font comme noyer dans la mort de consultations, des fois qui auraient peut-être pas dû être demandées. Donc, c'est là où on a un petit peu plus de la misère sur le terrain, ouais. J'ai l'impression que durant le curriculum, c'est peut-être juste, je sais pas, mais que la dermato, c'est souvent un sujet qui est moins approché. Est-ce que vous avez cette impression-là que les autres spécialistes ou les médecins de famille en temps, ils savent un peu moins sur la dermato que sur les autres spécialités ou les autres domaines? J'ai l'impression que oui. En tout cas, dans le sens où moi, c'était mon impression comme étudiante en médecine. Là, je me souviens que, puis c'est pas pour rien que quand je dis que je suis tombée sur la dermatologie un petit peu par hasard, les cours en dermato, c'était tellement blasant, c'était tellement plate. Puis jamais je me serais intéressée à ça, à moins que, justement, j'ai rencontré une résidente avec qui ça cliquait, puis il me disait « Mais toi, t'es une dermatologue. » Dans le sens, t'as la personnalité d'une dermatologue, tu vas fitter avec en dermatologie. Donc, puis que là, j'ai commencé à m'intéresser. Donc, oui. Tu sais, la cardio, la néphro, la gastro, j'avais l'impression de tellement être... Tu sais, j'avais l'impression d'être bonne à la fin de ma médecine dans ces sujets-là. Tu sais, tu fais beaucoup de cours, tu fais beaucoup de... Là, je veux pas dire des termes qui n'existent plus, là, mais tu sais, tu fais des espèces de APC ou tu fais des espèces de mise en situation, des mini-groupes, puis là, tu sais, tu fais des... Exact. Donc, t'as des examens sur ça. J'ai l'impression que ça va vraiment bien. Fait que t'as quand même une bonne exposition versus la dermato. Ben, c'est sûr que c'est pas des stages obligatoires, hein, c'est des stages à option. Donc, oui, définitivement, là, on est moins exposé. Ouais. C'est quand même... pourrait avoir un bloc là, de dermato dans notre curriculum. Là. Il y aurait assez de stock, justement. Il y a assez de conditions et tout pour que... Oui. Dans un certain sens, parce que même... des signes, ça a l'air banal à dire, mais il y a des signes de vieillissement normal de la peau, puis les gens sont même pas au courant de ça. Ni les spécialistes, ils sont même... Parce qu'ils l'ont justement pas vu. Donc, souvent, on se fait demander en référence des choses, puis c'est aussi normal... Dans le sens, on ne se fait pas demander pour des cheveux blancs puis des rides, mais dans le sens que c'est autant fréquent que des rides puis des cheveux blancs. C'est des signes normaux et appropriés du vieillissement cutané que quasiment 100% des gens vont avoir dans leur vie. C'est sûr qu'on serait tous gagnants à les reconnaître. Ça permettrait de descendre un peu le nombre de consultes. Oui. Surtout que, comme vous dites, c'est la spécialité avec le plus. Oui, de loin. Mais ça ne m'étonne pas tant, par contre. Non, c'est vrai. Presque tout le monde, au cours de sa vie, au moins, c'est ça, une petite question par rapport à... C'est aussi un organe qui est visible, hein? Dans le sens que si ton foie vieillit, tu le vois pas vraiment. Mais si tes poumons vieillissent, tu le vois pas vraiment. Mais quand ta peau, les changements de ta peau, tu le vois. Fait que c'est vrai, hein? Ouais. Ça suscite beaucoup plus aussi d'inquiétude. Ça suscite des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez un peu moins, la dermato, votre métier? Quelque chose que, mettons, si vous pouviez changer. Là, quelque chose? Le débit. C'est aussi, je pense que c'est quand même quelque chose que... C'est pas quelque chose qui nécessairement devrait faire qu'un étudiant va pas en dermatologie, mais c'est sûr que si tu es plus du genre, j'aime ça voir 3 patients ou 5 patients dans mon avant-midi,
c'est pas la spécialité pour toi. On est ça, c'est ce que moi, c'est ce que je trouve difficile dans la spécialité, mais je pense aussi que c'est quand même un défi pour plusieurs autres dermatologues, là, c'est qu'on a une spécialité que de la façon que c'est un peu rémunéré, là, si je peux dire. On est obligé d'être une spécialité à débit. Donc, on doit avoir un volume. Puis des fois, c'est difficile de gérer ça parce que ça veut, tu sais, voir beaucoup de patients, c'est parler beaucoup à travers la journée. On parle beaucoup, beaucoup. Parce qu'on voit beaucoup de patients, on diagnostique beaucoup de maladies, on donne beaucoup d'explications. Puis à la fin de la journée, t'es vraiment fatigué de parler, d'avoir parlé autant. Ça brûle. Oui, ça brûle. Puis c'est aussi, si tu vois beaucoup de patients, c'est des personnalités différentes, c'est adapté à ces personnalités-là. Des fois, j'envie mon conjoint ou j'envie mes amis qui sont chirurgiens en me disant « Oh, moi aussi, j'aimerais ça être dans ma salle de pas parler. » Une fois de temps en temps. En silence. Avec la petite musique. Avec la musique, ouais. Donc ça, c'est l'aspect que j'aime moins. Ça doit être de gérer les attentes aussi. Tu sais, un patient qui est dans une salle le sait pas, là, tu sais, qu'il y en a nécessairement qu'il y en a plein d'autres qui attendent puis qu'ils ont peut-être un 10 minutes là, ou 5 minutes pour être avec les dermatos. Fait que là, des fois, ça doit être tough à gérer ça. Peut-être qu'ils ont plein de questions puis qu'ils s'attendent à avoir une demi-heure. Là, c'est sûr que il y a comme un peu un équilibre entre... tu sais, toi, ça peut te prendre 10 secondes diagnostiquer, même pas. Ça te prend 1 seconde diagnostiquer si un grain de beauté est malin ou bénin. Mais c'est vraiment, c'est un pattern. C'est comme un peu quasiment de l'intelligence artificielle, là, dans le sens, c'est t'envoies, puis à un certain moment donné, pourquoi est-ce que tu sais qu'une chaise, c'est une chaise? Est-ce que tu dis, ça a 1 patte, 2 pattes, 3 pattes, 4 pattes, ça a un dossier, ça a une place où s'asseoir. Ça doit être une chaise. Tu fais pas ça, tu fais pas ce raisonnement-là. Pattern recognition, c'est de dire, j'ai vu tellement de chaises dans ma vie de formes différentes que dès que je vois une chaise, je sais que c'est une chaise. Il n'y a pas de raisonnement cognitif. Bien, il y a beaucoup de choses en dermato que c'est ça, c'est que c'est du pattern recognition qu'on dit. Donc, ça peut, toi, te prendre 1 seconde à reconnaître quelque chose, mais le patient ne le sait pas que ça te prend 1 seconde à reconnaître quelque chose. Puis, avec un peu l'ère et l'époque actuelle où on vit, pour que le patient soit satisfait, il faut qu'il ait l'impression d'avoir passé une quantité et une somme de temps à une certaine quantité de temps pour qu'il se sente en confiance que ça n'a pas été négligé, même si toi, ça t'a pris 1 seconde. Donc, effectivement, il y a un certain équilibre à trouver là-dedans. T'sais. C'est intéressant. Ouais, vraiment. Puis là, votre pratique, elle ressemble à quoi à vous en ce moment? Ma pratique, elle ressemble à beaucoup de choses. Ma pratique, elle ressemble à... dans le fond... Je fais de la... Donc, OK, moi, j'ai une pratique mixte, donc dans tous les sens du terme. J'ai une pratique dans un milieu hospitalier universitaire, qui est l'Université de Montréal, le CHUM. J'ai une pratique en cabinet sur la Rive-Sud. J'ai une pratique de surspécialisation qui est aussi au CHUM. Et j'ai une pratique comme un peu des tâches là, que j'appellerais autres, là, qui sont d'être professeur à l'université et d'être présidente de l'Association des dermatologues du Québec nouvellement. Donc, ça ressemble à, grosso modo, du 3 jours semaine au CHUM, 2 jours de surspécialité, 1 jour de dermato général, 1 jour de dermato général en cabinet, puis 1 jour de présidence. C'est vraiment diversifié. Oui. C'est quoi votre surspécialité? Ma surspécialité, c'est la dermatite de contact allergique et professionnelle. Donc ça, grosso modo, c'est des allergies que tu développes à travers des contacts cutanés. Donc, c'est des allergies qui sont complètement différentes de ce que tu vois classiquement en allergie ou allergie immunologie. Donc, c'est des allergies qui sont retardées. C'est pas des allergies que tu touches quelque chose et que la réaction elle est immédiate. C'est pas comme une cacahuète que tu manges, que tu fais un angioïdème, vomissement, diarrhée, crise d'asthme. C'est vraiment que tu rentres en contact avec une substance, la substance pénètre ta peau
Ensuite, une réponse lymphocytaire qui arrive quelques jours plus tard, puis ça donne une plaque d'eczéma à cet endroit-là. Ouais. Puis c'est vraiment... ça touche des choses que on touche fréquemment, que ce soit les métaux, les caoutchoucs, les colorants textiles, les teintures à cheveux, les choses dans les cosmétiques, autant la variante professionnelle, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec les époxys, les ciments, les gens qui travaillent, par exemple, pour Bombardier dans l'industrie de l'aéronautique, les coiffeuses, les dentistes, les orthopédistes avec les acrylates, les filles qui font des faux ongles avec les ongles en acrylate. Fait que c'est vraiment comme ça. Puis je fais ce qu'on appelle des tests épicutanés. Et vous testez pour savoir c'est quelle composante qui est allergique. Oui, c'est ça. Ça doit quand même challengeant si le résultat est dans quelques jours. J'ai l'impression que c'est moins immédiat, tu sais. C'est une technique qui est faite avec une lecture retardée. Donc, tu appliques des tests, qu'on appelle des chambrettes, sur le dos du patient, fait que sur la peau. Chaque chambrette a un allergène. Puis ensuite de ça, tu fais des lectures retardées. Donc, une lecture généralement comme après 48 heures, puis ensuite une autre lecture 2 jours plus tard. Puis tu pourrais même faire une lecture retardée à 7 jours. Puis comment que les gens... Parce que j'ai l'impression, genre, comment qu'ils arrivent à un point de se dire « je suis allergique à quelque chose ». Comment ils arrivent à être référés à vous, puis pas juste comme « Ah, c'est de l'eczéma normal aussi ». La majorité de mes références viennent de dermato. OK. Donc, à travers ta formation de dermato, c'est un de nos chapitres, là. Donc, puis il y a aussi le volet de l'eczéma de contact, mais irritatif, qui fait aussi un peu partie de ma surspécialisation. Puis, souvent, les dermatologues, bien, ils vont voir le patient, puis à travers leur présentation, le questionnaire. Fait que c'est un peu la localisation de l'eczéma et qu'est-ce que le patient met à cet endroit-là qui pourrait lui donner un eczéma, qui fait augmenter la suspicion. Puis les dermatologues connaissent les allergènes de base, connaissent un peu les présentations des classiques, comme quels allergènes ont plus tendance à causer des problèmes d'eczéma. Puis ensuite de ça, quand ils ont une suspicion, ils réfèrent à moi. Sinon, j'ai des références aussi, c'est sûr, des industries, là, directement. Donc, Bombardier, dans le temps où Bombardier avait... plus d'employés, on en avait quand même beaucoup de eux, mais ça pourrait être, tu sais, des fois, ça peut être une usine à agro-pur ou, par exemple, il y a les orthopédistes aussi qui peuvent m'envoyer quand même plusieurs cas là, via de la sensibilisation, des prothèses, des choses comme ça. Est-ce que les gens doivent changer de travail des fois quand ils ont des problèmes comme ça? Il y en a certains que tu mets des limitations, puis tu mets de l'équipement protecteur, puis tu essaies de sécuriser le milieu. Donc, j'accompagne beaucoup les patients justement à travers ça, puis à travers le dossier CNSST. Puis, des fois, il y a certains allergènes qui sont, comme par exemple le ciment et le chrome là, dans le ciment, qui est un métal. La poussière de ciment, quand tu travailles dans un milieu comme ça, c'est tellement un petit peu partout que ça devient des fois vraiment difficile de l'éviter complètement. Donc oui, il y a certaines personnes qui doivent se réhabiliter dans un autre métier. Puis souvent, genre l'eczéma va être vraiment dérangeante, mais ça peut être dangereux pour leur vie. Comme c'est quoi l'impact à long terme si, mettons, ils resteraient dans ce travail-là? Ça serait vraiment un eczéma réfractaire au traitement, quand même assez généralisé. Ta qualité de vie, l'eczéma pique énormément. Fait que c'est des maladies qui sont très souffrantes dans un quotidien. Puis les démangeaisons, puis les problèmes de démangeaison sont similaires aux problèmes de douleur chronique. En termes de diminution de qualité de vie, c'est pas mal égal. Les patients, tu sais, pour une échelle, mettons, tu prends une échelle de 1 à 10, tu sais, des démangeaisons 7 sur 10 ou des douleurs 7 sur 10, quand tu regardes ensuite l'impact sur la qualité de vie, c'est pratiquement similaire. Wow. Ouais. Mais la dermatologie, en général, l'impact sur la qualité de vie doit quand même être vraiment le fun là, en tant que médecin. J'ai l'impression, tu sais, justement, on l'a dit, c'est un organe qui est visible. Fait que quand les gens voient une amélioration, ils doivent tellement être comme satisfaits. C'est sûr que notre symptôme cardinal, c'est vraiment les démangeaisons. C'est un organe qui pique plus qu'il fait mal. Puis, je pense que pendant très longtemps, ça a été un peu banalisé, la souffrance liée aux problèmes de démangeaison chronique. Puis, de plus en plus, on en parle, puis on le vocalise, puis on met comme de l'emphase sur ça. Mais
tu sais, c'est certain qu'effectivement, il y a de quoi de gratifiant d'avoir un problème puis de pouvoir le régler ou le diagnostiquer facilement, mais il y a beaucoup de maladies. La peau est le plus grand organe immunitaire du corps entier. Fait que la majorité de nos maladies sont auto-immunes. Fait que c'est sûr que les maladies auto-immunes, c'est des maladies qui sont souvent chroniques et à long terme. Fait que c'est des patients qu'on doit suivre chroniquement et à long terme et traiter. Ça vient avec aussi quand même son lot de défis, là. Parce que des fois, c'est pas nécessairement facile, mais on est dans une ère où on a beaucoup, beaucoup maintenant de médicaments pour ces maladies-là. Fait que ça va de mieux en mieux, puis on a de plus en plus d'arsenal thérapeutique. En parlant de ça, des avancements en dermatologie, quelqu'un qui est intéressé un peu envers la recherche, est-ce que c'est un domaine qui en a beaucoup à faire? Est-ce que c'est limité? Ou... Non, je pense que la recherche en dermato, on n'est pas une spécialité qui nécessairement comme automatiquement que tu vas en dermatologie, tu deviens chercheur. Tu sais, c'est pas ce genre de spécialité-là. Puis un étudiant pourrait ne pas avoir fait de recherche puis rentrer en dermatologie, ou vous n'iriez pas jusque-là? Bien, ça dépend des écoles. Puis ça dépend de la philosophie de ton comité de sélection. Fait que ça dépend de eux, où est-ce qui tu sais, quelle est l'emphase? Est-ce que l'emphase est mise sur la recherche ou non? Est-ce que des fois, faire de la recherche, c'est pas nécessairement parce que tout le monde, on le sait bien que tout le monde va pas finir dans un profil de chercheur, là. Tu sais, c'est pas ça le but non plus, là. Faut former des cliniciens. Mais je pense que c'est plus aussi de montrer un intérêt, puis aussi une certaine éthique de travail ou capacité à gérer multi-projets en même temps ou multi-responsabilités en même temps. C'est un petit peu ça, je pense, aussi l'idée derrière ça, là. Mais pour répondre à la question initiale de est-ce que quelqu'un peut faire? Oui. Puis d'ailleurs, on a maintenant de plus en plus de chercheurs boursiers en dermatologie. Puis il y a des grands noms de la dermatologie de recherche au Québec là, qui ont participé sur vraiment beaucoup, beaucoup d'études, là, entre autres là, dans la psoriasis, dans la dermatite atopique, puis qui ont fait on a un centre ici au Québec qui s'appelle Innovaderm, qui est un centre de recherche dermatologique. Oh wow, on est quand même bien avancé. Oui, c'est qu'il y a vraiment des possibilités, ça, c'est certain. Là. Ouais. Là, ça me fait penser justement à votre pilier de présidente de la Fédération là, des dermatologues du Québec. C'est que ça fait combien de temps que vous avez ce poste-là? Tout récent cette année. Ah ouais? Puis comment vous trouvez ça? C'est vraiment très, très intéressant. C'est, encore une fois, complètement différent de tout le reste. Donc, c'est quelque chose que quand tu n'es pas dedans, on dirait que tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe dans la Fédération des médecins spécialistes du Québec ou dans les associations, mais c'est plus un rôle politique, si je pourrais dire, dans un certain sens. Et tu prends des décisions, puis tu fais des grandes lignes décisionnelles, un petit peu de comme les alignements de où est-ce que tu veux qui vont avoir des impacts sur ta spécialité à long terme et plus au niveau comme gouvernemental. C'est très intéressant. Mais c'est ça, c'est vraiment une courbe d'apprentissage, là. C'est vraiment un autre monde. Ça doit être le fun parce que j'ai l'impression qu'il y a parfois beaucoup de frustration au quotidien, mais que les médecins sont un peu impuissants, qu'ils ne savent pas comment changer, puis ça doit être quand même le fun d'avoir le levier, pour dire je peux en fait essayer de changer les choses, de faire bouger un petit peu. C'est sûr que ce qui est le fun en médecine, c'est que puis je pense que encore une fois, la dermatologie, je pense qu'il y a plusieurs spécialités, mais la dermato aussi est un bon exemple de ça, de justement, si tu veux avoir, c'est plus le côté un peu business, puis tu aimes l'idée de partir quelque chose, puis de être vraiment le capitaine de ton bateau, d'être celui qui gère tout, qui monte une clinique de 0 à 100, que ça va être tu vas faire les salles comme tu veux, le mobilier va être
où tu veux, tu vas avoir le nombre de personnel que tu veux, former comme tu veux, l'environnement que tu veux travailler. Tu peux, parce que tu peux travailler en cabinet, puis tu peux être propriétaire de cabinet. Ça vient avec une grosse responsabilité puis une grosse charge de travail, mais tu peux le faire. Fait que c'est une genre, si ça colle avec ton profil de personnalité, d'être, t'aimes ça quand les choses sont de ta façon à toi que tu aimes, bien, ça peut très bien aller. Autant tu peux avoir justement une pratique hospitalière ou une pratique mixte, cabinet hospitalier. Puis, tu peux faire aussi un petit peu de comme ce qu'on appelle du non médicalement requis, sans tomber dans l'esthétique pure et dure. Là, que, ça aussi, il y a des gens qui font de l'esthétique pure et dure. Là. Mais tu peux aussi faire une approche un peu complémentaire avec ton patient. C'est-à-dire, ton patient vient te voir pour un problème dermatologique, mais il me dit « Hey, en même temps, j'ai ce grain de beauté-là que j'aime pas, peux-tu me l'enlever? En même temps, j'ai ci, j'ai ça. » Fait que en même temps, j'ai de la rosacée. Puis là, tu traites sa rosacée de façon médicale, mais à un certain moment donné, sa rougeur de visage, mais tu peux pas la traiter de façon médicale. Il faut que tu la traites avec un laser pour qu'elle parte, mais tu peux aussi avoir ça comme en complémentarité. Fait que c'est vraiment comme je dis, tu peux être un, pour prendre un anglais, là, mais un one pit stop pour ton patient. Ça aussi, ça apporte une certaine satisfaction parce que tu crées des liens avec tes patients. Tu aimes tes patients, tu aimes ça être de leurs besoins, de combler leurs besoins. Puis, en même temps, c'est ça, comme on a dit, tu peux faire plein de surspécialisations. Il y a des surspécialisations en lymphome cutané, il y a des spécialisations en dermatite atopique, des surspécialisations en pédiatrie. C'est comme très, très vaste, là, en connectivite. Fait que tu vois beaucoup de lupus, beaucoup de connectivite, des choses comme ça. Puis la résidente que vous aviez rencontrée, tu sais, oui. En dermato, quand elle disait « Ah, t'as la personnalité d'une dermato », qu'est-ce qu'elle voulait dire? C'est quoi que ça prend comme trait, mettons, pour bien fitter en dermato? Je sais pas ce qu'elle, exactement, elle avait en tête. Mais je pense que pour moi, une personnalité de dermato, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui est studieux. Ça, c'est vraiment la base, là. Donc, il faut que tu sois curieux. Il faut que tu sois un nerd. OK? On va le dire de même, là. OK. Sinon, je pense que en général, on est quand même du monde quand même positif puis enthousiaste, là. Je trouve qu'en général, on est quand même du monde de bonne humeur. Je sais pas si c'est plus que les gens qui se ressemblent, ça semble, là, ou je pense pas que t'as besoin d'avoir ça pour aller en dermato. Dans la vie, c'est le fun. Mais ouais, c'est ça. de toute façon. Je pense qu'on est des gens qui aiment pas le stress aigu. Tu sais, on n'est pas justement des personnalités d'intensivistes, là. On veut pas réanimer du monde. Ça nous fait pas triper, l'idée de réanimer quelqu'un dans notre cabinet. Je pense qu'on est des gens qui aiment justement des petites techniques procédurales, mais sans en faire l'entièreté de ta journée au complète. Puis je pense que on est des gens qui aiment ça, avoir un lien avec un patient sans nécessairement avoir des entrevues très, très longues. Tu sais, d'avoir une entrevue typique là, je dirais, de psychiatrie, tu sais, qui peut prendre comme des heures, vraiment aller en profondeur. Tu sais, on aime généralement un peu un fast-paced. Ça serait... J'utilise beaucoup d'anglicisme, là, mais... C'est correct. Ça fait un petit peu partie de notre quotidien, là, maintenant. Ouais. Mais c'est ça. C'est que c'est... je dirais que... C'est un bon ça ressemble à ça. Ouais, je pense que le monde va peut-être être capable de s'identifier à ça. Ouais. Puis est-ce que vous avez un conseil pour les étudiants qui sont un peu perdus, qui sont comme « je serais peut-être intéressée par ça, mais j'ai pas vraiment été exposée. Puis là, si j'attends mes électives en 3e année, il est peut-être trop tard. » Tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire entre-temps? Bonne question, hein? Parce que c'est ça, c'est sûr que spontanément, tu réponds, fais un stage à option, mais en même temps, c'est un peu ça la question qui tue, c'est surtout des stages à option, ton nombre, c'est limité. Puis des fois, la réalité, c'est que
les étudiants, surtout à l'Université de Montréal, me rapportent qu'ils essaient de faire des stages à option puis ils sont pas capables d'avoir les stages à option. C'est sûr que c'est triste, là, tu sais, pour un étudiant en médecine de penser que tu raterais à côté d'une spécialité que tu aimes vraiment parce que pour une question un peu administrative, là. Mais même, je pense, avant, tu sais, c'est tellement compétitif que souvent, les gens diraient qu'il faut qu'ils se préparent même avant les stages à option, commencer à avoir un CV. Comment tu peux être exposé plus tôt? C'est sûr que je me demande si tu pourrais justement aller passer comme un jour d'observation ou d'aller cogner un peu aux portes des cliniques puis dire « Hey, est-ce que je peux faire plus les cabinets, là, de faire une journée en vous observant ou en vous regardant faire, sans nécessairement voir eux-mêmes voir des patients, parce que pour des questions là, légales. C'est ça, exactement. Ouais. Mais ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Je sais pas s'il y a des émissions... Parce que, tu sais, toutes les émissions de talent dermatologique, c'est un petit peu... phénoménal. Ouais, c'est un peu du n'importe quoi, tu sais, du américain, tu sais, de genre pimple popper, des trucs comme ça. Ça représente pas notre réalité. C'est pas ça qu'on fait. D'aller cogner aux portes, d'essayer de se rendre, puis pas d'hésiter, par contre, à envoyer des emails, puis d'essayer de contacter des gens pour... Peut-être, ouais, en cabinet, d'avoir comme une exposition. Sinon, mais c'est sûr qu'il y a 2 livres là, que je recommanderais, tu sais, c'est pour les étudiants qui sont intéressés là, de façon un petit peu plus sérieuse. Ou même, honnêtement, les étudiants qui veulent aller en médecine de famille, c'est un bon livre à avoir, là. Puis c'est ce qu'on appelle le bébé Bologna ou le bébé Fitzpatrick. Donc ça, c'est nos 2 grands comme ouvrages de référence, là. Ça s'appelle le Fitzpatrick puis le Bologna. Pour les 2, ça s'appelle dermatologie, là, le titre. Puis ils ont une version petite de ça qui est très condensée avec comme une grosse image centrale. Puis ensuite de ça, le texte vraiment comme un peu en point puis en grande ligne de qu'est-ce qui est important. Puis moi, je l'avais acheté quand j'étais étudiante en médecine. Puis quand je voyais un patient, des fois, j'avais aucune idée qu'est-ce que c'était. Tout ce que je faisais, c'était... Je flippais vraiment. Qu'est-ce qui peut ressembler à ça? Puis là, j'étais, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Là, je lisais. Fait que c'était très le fun, je trouvais. Puis c'est vraiment, comme je dis, même pour ensuite de ça, honnêtement, souvent en médecine de famille, c'est un super ouvrage à avoir. C'est vraiment un bon conseil. Puis j'ai l'impression, en tout cas, moi, ça m'est arrivé une couple de fois en stage de taper Roche rouge, diagnostic. D'avoir eu des images comme ça m'aurait aidé à trouver comme les patients font là, dans le Google. Exactement, c'est ça. Ouais. Bon, mais merci beaucoup, en tout cas, ça va vous donner un bon portrait de la dermato. Puis je pense que ça va donner le goût à beaucoup de gens. Là. Ouais, on a vraiment appris beaucoup. Ouais, merci. On a une belle spécialité. Merci. Ouais.